ben, on a face à nous aussi également une élite infime de gens qui croient véritablement en cela. Et c'est probablement le conflit entre un genre de néo-traditionnalisme plus ou moins rationalisé et un wokisme suicidaire d'un point de vue civilisationnel qui va être la lutte finale, si vous voulez, pour le destin de ce qui arrivera de notre civilisation. Face à un monde mondialisé, de fait européanisé via les États-Unis, bah, on se pose de plus en plus la question, qu'est-ce que ça veut dire encore d'être européen? Oui, notre destin sera le destin d'un genre de province américaine à peu près inefficace de s'autogérer. Bonjour David Engels, Bonjour, merci pour l'invitation sur Merci. l'antenne. Merci d'avoir accepté cet entretien pour NTD L'Actu. Donc pour nos auditeurs, vous êtes historien et écrivain, vous avez enseigné dans différentes universités à travers l'Europe. Vous avez écrit donc votre premier roman, Le Retour du Roi, cette année. Et je voudrais qu'on mentionne Le Déclin, un livre que vous avez écrit en 2013 dans lequel vous dressiez plusieurs analogies entre la chute de la République romaine et ce qui se passe actuellement en Europe. Est-ce que, d'après vous, 13 ans après, les analogies que vous dressiez tiennent toujours? Est-ce qu'il faut croire les collapsologues qui, aujourd'hui, nous prédisent quelque part la fin de l'Europe? Je dirais que les analogies tiennent encore beaucoup mieux qu'il y a 13 ans. Il y a 13 ans, quand je parlais de la déstabilisation politique massive, tout comme la déstabilisation culturelle, religieuse, migratoire, sociale, etc., c'était souvent perçu comme assez négatif, comme assez pessimiste. Et puis quand on voit évidemment ce qui s'est passé ces dernières 13 années, on s'en est approché de plus en plus et que tous ceux qu'il y a 13 ans pouvaient encore nier que notre civilisation était dans une phase de déclin et d'autodestruction et de transformation d'une structure participative vers plutôt une structure autoritaire, bah, tout ça, tout cela, aujourd'hui, semble beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus modéré dans leur optimisme. Je dirais juste que par rapport à mes espoirs que j'ai pu avoir en 2013, il y a, disons, une certaine notion pessimiste de plus qui a dû s'ajouter. Moi, j'espérais toujours, en tout cas en 2013, que l'Europe, au moins, allait réussir à constituer un genre d'ensemble politique résilient qui certes devait subir une phase de déclin et de transformation comme la fin de la République romaine, mais qui allait quand même peut-être réussir à devenir son propre bloc, entre guillemets, impérial, comme Rome, hein, quand Rome s'est transformée de la République dans le Principat d'Auguste. Or, aujourd'hui, on voit assez clairement que ce rôle-là, ce rôle d'empire romain, ou en tout cas de centre romain dans cette civilisation occidentale du futur semble vraiment de plus en plus être portée par les États-Unis. Et là, évidemment, quand on regarde aux États-Unis, notamment avec Donald Trump, nous voyons très bien que ce que j'avais annoncé il y a 13 ans, donc c'est-à-dire la déstructuration d'une république en fin de parcours par des désordres internes, sa transformation en un genre de compétition césariste entre différents personnages un peu à cheval à la fois entre une légitimation républicaine mais aussi une légitimation charismatique, tout ça est en plein avancement et ne promet, pour ainsi dire, rien de très bon pour l'Europe dont le futur semble probablement beaucoup plus se réduire au rôle de province grecque d'un genre de futur empire romain basé à Washington que de centre indépendant qui pourrait survivre et défendre ses propres intérêts face au monde multipolaire dans lequel nous nous trouvons de plus en plus. On pourrait marquer cette transition, comme vous l'avez dit, d'une Europe qui serait peut-être, à la base, était une autorité législative, donc qui est principalement fondée sur des textes, des fonctionnaires qui produisent des textes qui expliquent aux États ce qu'ils doivent faire pour simplifier. Est-ce que ce basculement vers un autoritarisme, finalement, est le marqueur de ce déclin? C'est certainement un marqueur parmi de nombreux autres. Et donc, c'est en effet quelque chose que nous constatons, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein. Cette tendance
à la fois vers la déstabilisation identitaire, culturelle, civilisationnelle interne et une prise en main de plus en plus autoritaire des quelques domaines d'action sur lesquels peut encore s'effectuer ce contrôle européen ou ce contrôle, disons, bureaucratique, semble assez visible en Europe, hein, où on voit de plus en plus que d'un côté, cette Union européenne est dans une crise où elle semble incapable de gérer sa dépendance de ressources extérieures, sa crise migratoire, sa question, quelle est l'identité encore qu'elle veut défendre, la nécessité absolue de définir une position européenne face à la compétition avec la Chine ou avec la guerre avec la Russie ou avec la situation des États-Unis. Tout ça, l'Union européenne en est en effet tout à fait incapable, mais en ce qui concerne évidemment ce qu'on peut appeler une certaine forme d'oppression des différents États-nations, ou en tout cas une volonté de nier la subsidiarité qui était longtemps un idéal de l'Union européenne et d'imposer aux États-nations une certaine idéologie et de les punir pour tout écart. Tout cela annonce évidemment déjà, d'un certain point de vue, une attitude césariste, même si sans la crédibilité internationale. Donc, d'un certain point de vue, actuellement, en Europe, nous avons tous les défauts d'un régime césariste autoritaire sans les inconvénients, si on le veut, hein. Euh, je veux dire, sans les avantages. Donc, on a tous les défauts, c'est-à-dire un manque de plus en plus de liberté interne. Nous sommes de plus en plus soumis à un régime de censure, à une diminution de la liberté de parole, à une administration de plus en plus bureaucratisée, donc inefficace. Mais, entre guillemets, les avantages d'un régime césariste, c'est-à-dire une certaine réactivité par rapport à ce qui se passe dans le monde, une certaine crédibilité militaire, disons, un certain charisme, comme des personnages comme Xi Jinping ou comme Donald Trump ou même Poutine semblent l'exercer, bah, tous ces, entre guillemets, avantages qui, dans une situation politiquement extrêmement instable, pourraient, d'un certain point de vue, nous aider à jouer notre rôle dans ce monde de plus en plus instable, bah, ces avantages, nous ne les avons pas. Et je crains de plus en plus, par rapport à l'optimisme que j'ai pu encore avoir il y a quelques années, je crains de plus en plus qu'en effet, on ne va probablement pas réussir à temps, en tout cas, à faire changer de direction, ou en tout cas, qu'un changement de direction viendra, comme chez les Grecs au premier siècle, quand c'est trop tard, et que, à la longue, oui, notre destin sera le destin d'un genre de province américaine à peu près inefficace de s'autogérer. Et il y avait des questions, par exemple, de submersion, migratoire, même en Grèce à cette époque-là. Est-ce que, on retrouve des thèmes forts comme, l'affaiblissement militaire, l'envahissement migratoire ou l'affaiblissement économique qui sont également donc, ces caractéristiques d'un déclin européen? Est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Oui, tout à fait. Bon, évidemment, comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison, donc on n'est jamais dans des parallélismes qui seraient à du 100%. Forcément, la situation géographique, culturelle, technologique étant évidemment très différente, mais quand nous regardons le monde grec du deuxième et du premier siècle, qu'est-ce que nous constatons? Ben, d'abord, on voit une crise démographique dont parlent les auteurs, comme Polybe et comme beaucoup d'autres, qui parlent du fait que voilà, la plupart des familles ont peut-être un enfant, maximum deux, et que tout cela crée tout un tas de problèmes. Nous avons là aussi une disparition de l'idéal démocratique radical tel qu'Athènes a pu encore le connaître au 5e, 4e siècle, au bénéfice d'un genre d'oligarchie à peine voilée, qui techniquement reste démocratique, mais qui dans les faits est dans les mains d'une élite de fait très plutocratique et qui travaille main dans la main avec Rome. C'est un peu ça aussi le problème. Le patriotisme que les Grecs ont pu encore connaître quelques siècles avant a été remplacé assez rapidement par un genre de clientélisme avec les élites romaines, qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment eu de résistance
fondamentale, vu qu'il y a toujours eu certains partis politiques qui avaient un avantage, finalement, plutôt s'arranger avec le Sénat que d'être à eux tout seuls, de retourner dans un monde très, très marqué par beaucoup de petites cités-États à peu près incapables de se défendre. On a dans la Grèce du deuxième siècle surtout des tentatives d'association, d'alliances, de fédérations, de cités-États qui enfin, quelques siècles en retard si on veut, réalisent que pour se défendre dans ce monde méditerranéen devenu extrêmement compétitif avec des grands empires, bah, qu'il fallait que ces différentes cités-États se mettent ensemble, hélas trop tard et trop faibles. Alors il y a une crise identitaire massive. On est à l'époque hellénistique où la Grèce classique, telle qu'on a pu la connaître au 5e siècle, a fait place à un monde largement hellénisé, avec le reflux forcément des différentes périphéries orientales vers les centres, avec une certaine déstructuration identitaire, alors que au 5e siècle, c'était encore relativement clair ce que cela voulait dire être grec. La langue, une certaine descendance ethnique, un culte très, très, très particulier, l'adhésion à la mythologie, etc. Bah, là, au 2e et 1er siècle, le monde méditerranéen et oriental étant devenu presque entièrement hellénisé, bah, se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire encore d'être grec? Hein, tout comme aujourd'hui, face à un monde mondialisé, de fait européanisé via les États-Unis, bah, on se pose de plus en plus la question, qu'est-ce que ça veut dire encore d'être européen alors qu'une grande partie du monde est devenue de fait civilisationnellement européen? Donc, on a toute une série de différents éléments de crise qui, quelque part, culminent dans ces tentatives du deuxième et puis surtout du 1er siècle, notamment avec les guerres de Mithridate, d'unifier d'une manière ou d'une autre le monde grec pour résister à Rome, tentative qui vient trop tard finalement et qui se solde peu à peu à une provincialisation du monde grec qui finalement s'en arrange pas mal, car le monde grec a perdu une grande partie finalement de son désir de liberté et puis finalement aussi de son ambition politique et géopolitique. Et c'est quelque chose que moi, hélas, je ressens de plus en plus aussi partout en Europe. On est déjà sorti de l'histoire. Beaucoup de personnes vivent en effet dans une certaine conscience post-historique. On ne croit plus véritablement aux idéaux progressistes. On ne croit plus du tout aux idéaux identitaires traditionnels. On veut avoir sa paix, on veut en gros s'arranger dans sa vie quotidienne, mais mourir pour un idéal, prendre des risques pour une élite politique telle qu'elle se présente aujourd'hui, tout cela nous semble quand même très 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 lointain et malheureusement c'est assez typique pour les derniers stades d'une civilisation avant sa transformation dans un genre d'état-civilisation essentiellement bureaucratique et administratif. Ce déclin idéologique, que l'on perçoit, est-ce qu'on peut parler d'un déclin moral avant tout? Pourquoi les citoyens ne se sentent plus, français en France, allemands en Allemagne? Quels sont les points de compréhension? Bon, c'est une question évidemment très complexe pour laquelle il faudrait comparer ce qui nous arrive à nous maintenant à la fin de toute une série d'autres civilisations. Et je dirais que c'est les propres des civilisations de traverser différentes phases. Il y a une première grande phase qui correspond chez nous au Moyen Âge, où toute la société est organisée par rapport à la transcendance et par rapport à la tradition. Hein. Tout est organisé en fonction de l'espoir dans un au-delà et la volonté d'organiser ce monde-ci, non pas comme une utopie politique parfaite, mais comme un genre d'espace de transition vers ce qui importe véritablement. Et donc, on vise évidemment beaucoup plus l'harmonie, la tradition, des valeurs qui n'ont peut-être pas un impact immédiat sur votre propre vie, mais qui sont des choses qui sont prêtes enfin, pour lesquelles vous êtes prêt à vous sacrifier pour justement en récolter les fruits ailleurs. Et puis, on a une seconde phase, une deuxième phase dans chaque grande civilisation qui est plutôt une phase rationaliste, technologique, scientifique, expansionniste, où ce n'est plus la théologie, mais la technologie, où ce n'est plus la notion
d'empire civilisationnel, de chrétienté, mais plutôt d'État-nation compétitif, où ce n'est plus la transcendance, mais plutôt un genre d'humanisme assez relativiste qui prend le dessus. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, je dirais, c'est surtout ces dernières décennies, ben, c'est un peu le triomphe de ce faux humanisme sous la forme du wokisme qui, lui, est le sommet de tout ce qui est déconstruction. On déconstruit de toute façon la religion, on déconstruit la tradition, on déconstruit l'histoire, on déconstruit le sexe, on déconstruit la famille, on déconstruit même la place de l'homme dans la nature, on déconstruit même la notion de conscience humaine pour déconstruire l'être humain lui-même. Donc, d'un certain point de vue, l'humanisme qui au début était un genre de tentative à la fois héroïque et tragique de remettre l'être humain au centre du monde par sa propre force et non pas par le biais de sa nature d'être créé, bah, cet humanisme a mené peu à peu au relativisme, au nihilisme et au wokisme. Et donc on est aujourd'hui à la phase de totale déconstruction de toute notion d'identité, quelle qu'elle soit, qui est un moment très difficile dans l'histoire et très, comment dire, très déroutant, car d'un côté, il risque de se solder vers vers l'adhésion, si on veut dire, ou plutôt vers l'acceptation de la post-histoire, hein. On est dans un cynisme total. Mais pour certaines autres personnes aussi, et c'est ça un peu l'espoir que j'ai quand même pour notre civilisation, certaines personnes réalisent ou se rendent compte que une fois cette identité rationaliste s'est emmenée à l'absurde, la seule façon pour stabiliser à nouveau notre société, trouver un sens à notre existence, est, d'une manière assez logique, le retour à la tradition. Mais un retour qui est un retour rationnel, c'est-à-dire nous voyons de nos propres yeux que toutes les prémices du modernisme nous ont menés à l'abîme, littéralement, qu'il y a à peu près plus rien en quel on peut croire, parce qu'à peu près tous les idéaux du 18e, du 19e siècle que quelqu'un va vous sortir, bah, la plupart des gens vont dire ouais, et on sait bien où ça a mené. Et donc, le résultat logique, si vous évitez le nihilisme, c'est de dire donc, visiblement, la tradition, la croyance en la transcendance, l'orientation d'un monde plutôt vers l'au-delà que vers l'omnipuissance humaine est la seule solution, que ce soit maintenant rationnel ou que ce soit vraiment au niveau de vos propres croyances. Donc je crois que là, on est vraiment sur le point où, surtout en France d'ailleurs, une certaine élite, surtout des jeunes personnes, se rendent compte de cette situation-là, reviennent consciemment à la tradition. Ça reste évidemment une petite élite, mais il faut se dire que de l'autre côté, dans tout ce qui est wokisme, ben, on a face à nous aussi également une élite infime de gens qui croient véritablement en cela. Et c'est probablement le conflit entre un genre de néo-traditionnalisme plus ou moins rationalisé et un wokisme suicidaire d'un point de vue civilisationnel qui va être la lutte finale, si vous voulez, pour le destin de ce qui arrivera de notre civilisation. Merci beaucoup, David Engels. Avec plaisir.